nous évoquions le Niger avec la présence de quatre présidents des pays du G5 Sahel pour rendre hommage aux soldats tués à Inaté Stevens Dikodo. Donc, pour vous parler du Cameroun, où Paul Biya avait réussi à prendre les armes. Sassou Nguesso, pardon. Du Congo, j'allais dire. À prendre les armes pour dégager les Souba. Et comment vous pouvez comprendre ça? Qu'un individu se lève, il prend des armes et il utilise l'aviation. Un individu. Il utilise. Ce n'est pas une rébellion qui a conquis une partie du territoire. Voilà, une partie du territoire. Il s'est levé de sa maison. Il s'est levé de sa maison. Et il a les moyens d'État. Comment vous pouvez comprendre ça? Et donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si réellement ces Occidentaux veulent donner les moyens, aux États là pour combattre le terrorisme. Facilement. C'est facile. C'est facile de le faire. C'est facile de le faire. Parce que pourquoi est-ce que ça vient de façon isolée chez eux? C'est peut-être pour nous faire dire que oui, à notre niveau, nous aussi on est concernés, mais c'est du bluff. Ça ne trompe personne. Parce que les forces spéciales de ces pays utilisent ce qu'on appelle les micro-traceurs FRID. Et ces micro-traceurs sont des dispositifs scientifiques qui sont bien installés à des endroits bien précis. Des capteurs. Voilà, des capteurs, voilà. Dès que vous franchissez cela, ça vous rend immédiatement repérable par les satellites. Et vous êtes à abattre immédiatement. Et donc, ils peuvent utiliser ces moyens pour bien circonscrire les zones de mouvement de ces rebelles-là. Surtout qu'ils ont des drones qui surveillent, qui circulent un peu partout le ciel de ces rebelles du désert. Et de deux, il y a les armes, qui fournissent les armes à ces rebelles pour venir combattre les armées régulières. Mais ces armes ne sont pas fabriquées dans le désert avec le sable. Et tout le monde sait que le commerce d'armes, c'est un commerce plutôt différent des autres commerces. Et il faut que toi, qui fabrique l'arme, tu peux être dans le privé, mais tu dois avoir le OK de l'État pour pouvoir vendre tes armes à une entité bien définie. Mais on va nous dire que ces rebelles sont fortement armés. Ils ont des moyens, des satellites, c'est-à-dire qu'ils sont conduits, guidés, même pas des satellites. Mais on nous dit maintenant que ces rebelles n'ont pas de moyens. Donc voilà, ces rebelles, ces États plutôt qui sont victimes de ce terrorisme n'ont pas les moyens suffisants pour le combattre. Et il faut qu'on soit assisté. Et qu'on nous envoie des milliers de soldats. Et c'est maintenant que, comme l'a dit Deleuze tout de suite, c'est maintenant que la chose va de Charib Dansila. C'est-à-dire, ça s'empire. En crescendo. Mais ça veut dire que ceux qui sont sur le terrain sont là pour des objectifs bien précis. Et c'est parce qu'ils trouvent quelque chose de bien précis qu'ils sont là. Mais vous avez vu des images, on parle de l'or et des autres matières premières, les minerais qui sont exploités par ces agents et qui immédiatement les transportent directement sur l'Occident. Et donc, je me dis que l'Afrique, les chefs d'État africains doivent réellement repenser la lutte contre le terrorisme. Alors, en même temps, Chris Sega, il ne faut pas oublier que les pays africains doivent aussi se rendre compte qu'ils ne peuvent pas sous-traiter leur sécurité. Même c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que, et je vais même aller plus loin pour dire que, vous savez, les Américains, les Français, aujourd'hui, savent faire la guerre aux rebelles, aux djihadistes. Ils savent faire la guerre là aujourd'hui parce qu'ils l'ont démontré ailleurs. Ils l'ont démontré en Syrie. Plus récemment, ils sont parvenus à éliminer pratiquement tous ces djihadistes-là qui ont essaimé l'espace syrien. Et aujourd'hui, il y a une totale... Bon, enfin, il y a quand même de la calmie sur ce front-là.
ça veut dire qu'ils ont acquis de l'expérience, ils ont de l'expertise aujourd'hui en la matière, ils ont fabriqué des nouvelles armes spécialisées contre cet état de faire cette guerre dite asymétrie. Avant, peut-être, ils ne savaient pas faire face aux djihadistes, des gens qui ne sont pas en uniforme, qui n'utilisent pas les armes toujours conventionnelles, les armes traçables. Mais aujourd'hui, ces armes-là, les armes les plus sophistiquées aujourd'hui, sont des armes traçables parce que qui sont des armes marquées. Et c'est les Occidentaux qui les... Là où sont ces armes-là sont une aujourd'hui, tout le monde sait. Tout le monde sait, et on sait même où se trouve cette arme-là. C'est-à-dire qu'on peut géolocaliser cette arme-là et savoir dans quelle zone elle se trouve. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que les Africains doivent savoir, et ça, nous le savons depuis l'expérience que les Occidentaux ont fait, par exemple, au niveau des dragons d'Asie du Sud-Est, au niveau de la Chine, ils ont été permissifs. À l'endroit de la Chine, ils l'ont laissé se développer. Mais par ailleurs, les Singapour, les autres pays, ils les avaient aidés par les plans Marshall, etc., parce qu'on sortait de la guerre et on veut relever économiquement ces pays-là. L'histoire, c'est quoi? C'est que les Occidentaux se sont rendus compte plus tard que ces pays-là qu'ils ont aidés à se développer sont devenus de concurrents puissants. Je voudrais dire alors que les Africains doivent se dire que les Occidentaux n'ont aucun intérêt aujourd'hui à développer un pays. Ça, nous ne sommes pas dans la théorie de complot. Mais il faut le dire. Dimas l'a si bien dit tout à l'heure qu'il y a forcément quelqu'un qui est derrière ce qui se joue au Niger, au Mali, parce que ces pays-là sont déstabilisés pour qu'ils aient besoin d'un grand frère, qui les pouponne, qui leur dit ce qu'ils doivent faire, etc. Mais c'est-à-dire les Africains doivent se dire que les Occidentaux ne vont pas nous développer. Ce n'est pas possible parce que lorsque nous saurons fabriquer des avions, lorsque nous saurons fabriquer des trains, lorsque nous saurons fabriquer des appareils ménagers, etc. Mais qui sont ceux qui seront alors les clients pour ces gens-là qui fabriquent, qui fabriquent à tour de bras ces appareils? Donc les Africains doivent sortir du nouvel impérialisme qui est aujourd'hui la coopération. Le visage de l'impérialisme aujourd'hui, c'est la coopération. La coopération unilatérale, multilatérale, bilatérale, etc. Ce sont des instruments pour asservir tout simplement. Parce que tous les présidents qui ont tenté de sortir de cette coopération-là, vous avez vu ce qui leur était arrivé. Donc il faut qu'on sorte de ce piège-là que je serais en train de qualifier de piège sans fin, parce qu'aujourd'hui, si nous en sommes conscients, on peut facilement arrêter cette chose-là et se dire que, ou bien on aime son pays, on résiste contre ces ennemis-là qui ne veulent pas le voir se développer, parce que, je le répète encore, l'Occident n'a aucun intérêt à voir les pays africains à se développer. Oui, mais en même temps, peut-être après avoir posé toutes ces questions, on est aussi en droit de revenir et se demander, parce que je l'ai dit tout à l'heure, à l'issue du sommet, ces chefs d'État ont encore relancé l'appel à la communauté internationale à les assister. Mais on en est toujours là. Et c'est là où c'est dramatique. Parce que moi, je suis convaincu que ces chefs d'État sont conscients que ce sont les Occidentaux qui sont derrière ces coups. Et je me demande pourquoi se permettent-ils encore de lancer d'appels à l'Occident, à la France, aux États-Unis pour venir leur prêter coup de main. Est-ce qu'ils ont le choix? Non, je pense que la plupart des chefs d'État aussi ont peur. Quand ils vont vouloir affronter peut-être la France, ils ont peur de leur fauteuil. Peut-être qu'on leur fera un coup. Peut-être qu'on placera quelqu'un pour les attaquer, les dégager de là. Et donc, ils n'osent pas s'affirmer. Non, on déplacera le centre d'intérêt, le centre d'activité du terrorisme. Je crois qu'ils doivent oser. Ces chefs d'État doivent oser. Et déjà, quand ils sont convoqués par Macron, mais moi, je pense que quelque part, il faut qu'ils réagissent, qu'ils disent non, ce n'est pas possible. C'est quand même des chefs d'État. Non, pas invités, ils ont été convoqués. C'est pas sérieux. À cause de l'attaque du... C'est pas sérieux. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça. Je veux dire que tendre toujours la main, demander à ce qu'on vienne nous aider, il faut qu'on fasse quelque chose nous-mêmes pour sortir de cette situation. On a la possibilité de le faire.
Nous allons passer maintenant au second sujet, c'est le Gabon. L'ex-directeur de cabinet du président incarcéré, encore directeur de cabinet d'Ali Bongo, début novembre, Brice Lacruche Alianga a été placé vendredi en détention provisoire dans le cadre d'une opération anticorruption qui a redistribué les cartes au pouvoir à Libreville. Monsieur Alianga, également ex-ministre, a été placé sous mandat de dépôt pour détournement de fonds publics et blanchiment 10 jours après avoir été interpellé. C'est ce qu'a déclaré son avocat Ange Kevin Nzigou. Une vingtaine d'autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération anticorruption Scorpion et 3 autres ex-ministres. Chris Ega, c'est vrai qu'un scorpion, ça pique fort et au Gabon, ça pique vraiment. Et ça tue même. Ça tue. Mais, je crois qu'en la matière, il y a généralement 2 thèses en présence. Et soit parce que Ali Bongo veut maintenant faire de la bonne gouvernance en ce moment-là, vous savez. Écoutez, les gens peuvent tiquer, mais je dis que je parle de 2 thèses. Il faut qu'on les parle. Il faut les parcourir pour voir laquelle est la plus crédible, peut-être. Parce que c'est en principe le contexte de la chose. Et généralement, ça peut être parce qu'il s'est réveillé le matin, il s'est dit que tiens, je vais faire de la bonne gouvernance. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Peut-être qu'il se dit, voilà, le Gabon est immensément riche, mais le Gabon est immensément endetté et les Gabonais tirent le diable par la queue. Si ce n'est pas, je ne sais... Donc, c'est Alianga qui... etc. Donc, la première thèse, alors, c'est que peut-être qu'il se dit que, voilà, les gens s'en mettent trop les poches, ou bien les gens font trop la poche à ce Gabon-là qui a, en principe, naturellement, la chance de se développer, de prospérer, de faire prospérer. Et sa population, ils ne sont pas nombreux, à peine 1,5 million. Parce qu'il peut le faire. Parce que s'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont inquiétées, c'est possible. Mais alors, la deuxième thèse, c'est que récemment, vous avez quand même vu qu'il y a eu des jeux de chaises au niveau de la présidence où on a repositionné les cartes. Et puis, c'est le fils Bongo qui est préparé maintenant pour... les gens ont dit que pour prendre la succession de son père dont la santé n'est pas des plus reluisantes. Et ça, vous avez cette redistribution des cartes peut emporter certains qui n'ont pas accepté justement qu'on place celui-là pour les coiffer. Quelqu'un qui est si jeune, mais à qui on reconnaît tous les talents et de qui on dit tous les biens de ce monde, on dit que c'est un génie, etc. Mais lorsque ce génie-là arrive, forcément, il va se faire de l'espace aussi parce qu'il y a des gens qui étaient déjà autour de son vieux qui forcément ne le voient pas de bon oeil. Et il faut redistribuer. Et en redistribuant, c'est qu'à la force. Il y a certains qu'on va mettre au garage, mais et comme ils ne vont pas accepter, chacun a des petits dossiers à la présidence. Ça, il faut bien le dire. Autant que vous avez tous de petits dossiers et qu'on peut sortir à l'occasion, je parle du Gabon, bien entendu, qu'on peut sortir à l'occasion pour dire... mais dans toute présidence. Oui, toute présidence. Alors là, c'est vous qui le dites. Moi, je n'en sais rien. Mais de toute façon, c'est que il y a toujours ces dossiers-là. Pourquoi? C'est une stratégie pour tenir les gens gênants parfois parce que lorsque vous avez ces dossiers, on les sort pas, mais on vous dit que voilà, vous avez vos couilles entre nos mains et si jamais vous voulez embêter, il n'y a qu'à tirer un peu et vous savez comment c'est douloureux. Donc ces dossiers-là, si vous n'allez pas dans le sens du vent, on n'a qu'à vous sortir d'abord un petit dossier. Peut-être qu'il y en a un peu plus gros derrière. Et je crois qu'Ali Anga, il doit se raviser. S'il veut continuer avec ce ménage-là, il n'a qu'à accepter généralement le fait accompli, se dire que voilà, on va voir l'avenir se dessiner. Mais là, on n'hérite pas d'un roi vivant. Voilà. Donc, et c'est ça, il doit le savoir. Il ne peut pas hériter le trône d'Ali Bongo alors que Ali Bongo est vivant. D'accord. En même temps, Ali Anga, quand on suit un peu son parcours, c'est quelqu'un il est très jeune, il a 39 ans, il a été parachuté il y a 2 ans, directeur de cabinet et tout. Donc, c'était ce dindon qui voulait se faire plus gros qu'un bœuf. Je ne le pense pas. Quand on voit la présidence, même la présidence gabonaise, ils sont relativement jeunes là-bas.
Et donc, à part les vieux à Combessi, Ils sont de la génération Ali Bongo. Ouais, voilà. Eux, ils sont, mais ceux qui sont Omar Bongo, ils sont de la génération Omar Bongo. Non, les jeunes, mais voilà, ils sont de la génération. C'est vrai qu'Ali Bongo, il a 62 ans ou 61 ans, si je m'abuse, maintenant, il n'est plus trop jeune. Bon, oui, mais il est considéré comme cela. Vous voyez, et donc. Mais en même temps, je pense pas que la maladie du patron pour se donner des airs, il s'est lancé dans une tournée. C'est sa position. Moi, je pense que c'est. Il reprimandait même publiquement des ministres et tout ça. Moi, je pensais que c'est sa position. Il prenait trop d'aise. Oui, et là, tout le monde a créé ça. Tout le monde a créé ça. Mais moi, je pense que c'est sa position de directeur de cabinet qui le fait faire ça. Vous voyez, si les gens ne veulent pas voir ça en toi, l'autorité, surtout son âge, il est relativement jeune, les ministres auront un certain nombre d'âge plus que lui, et donc il va vouloir s'imposer. Peut-être gauchement, il va penser qu'en haussant le ton, en étant comment appelle-t-on, plus incisif, offensif, c'est en ce moment qu'on va le respecter. Mais je pense que c'est tout cela qu'il est en train de payer. Parce qu'il paraît que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Moi, je pense que c'est tout cela qu'il est en train de payer. Je ne pense pas vraiment que l'accusation de détournement de fonds là soit fondée. Oui, ça, je pense pas. Il y a un journal, au niveau du Gabon qui s'appelle le journal L'Union avait dit qu'en 2 ans, 85 milliards de francs CFA se sont ainsi volatilisés. Il est arrêté. Et 350 millions ont été retrouvés dans une des résidences Oui, mais quand on veut te prendre, on peut retrouver quelque chose dans ta chambre. Vous pensez qu'il est si blanc que ça? Non, je ne dis pas ça. Il est blanc, de terre. Mais je ne dis pas ça. Mais moi, je me dis aussi que ce n'est pas fondé, ces accusations. Ce n'est pas tout à fait fondé. On peut vite retrouver ces trucs-là dans sa chambre. Il est déjà en arrestation. Il est déjà en état d'arrestation. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'on ne peut pas facilement déposer quelque chose mallette chez lui rapidement, c'est vite fait. Par rapport à ce que Dimas disait, moi je pense pas qu'il soit blanc. Parce qu'au Gabon, c'est des jeunes, et tu prends à Ringa, la Cruche, qu'ils organisent des festivals au niveau de la prison du Gabon. Ils organisent c'est des festivals qu'ils organisent aux prisonniers. Ils appellent ça un truc pour les jeunes milliardaires. Et le ticket se vend à partir de 1 milliard. Que les prisonniers aussi achètent non, ça, comment? C'est-à-dire que c'est des trucs caritatifs, ils viennent, ils organisent ça à la prison et à la fin, ils offrent l'argent aux prisonniers pour les aider. C'est un truc qui le font et c'est la Cruche qui organise ça. Et donc je me dis, où est-ce que lui, là, peut trouver ces milliards-là pour faire ces trucs-là? Je me pose ces questions-là. C'est vrai. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. Mais c'est quelqu'un, Aringa, qui, à un moment donné, a été parachuté grâce à la femme d'Ali Bongo. Qui tient aujourd'hui les rênes. Sylvia Bongo. Il y a plusieurs clans au niveau de la présidence gabonaise. Il y avait le clan de Pascaline qui a été écarté. Parce qu'on voulait écarter Pascaline, on a fait venir la Cruche. Et on l'a écarté. On a écarté beaucoup. Même à Corbessi, à un moment donné, il n'avait plus de pouvoir. Il est écarté. Il n'en a plus, voilà. Et donc c'est la Cruche qui gérait tout, qui tient le pays, en fait. Et la Cruche, à un moment donné, peut positionner ses pions. Même dans l'armée. Alors je me dis, maintenant qu'on veut faire venir Nouroudine, le petit, il faut d'Ali Bongo, obligatoirement la Cruche. Parce qu'il serait une menace pour Nouroudine. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Et donc on l'a écarté. Peut-être qu'il a voulu s'agiter. On a sorti le petit dossier. Et là, je crois que... tout simplement son choix. Voilà, il allait calmement se retirer. La Cruche, s'il était parce qu'on le également comme quelqu'un d'intelligent, d'ailleurs on n'arrive pas à ce niveau, ce n'est pas intelligent. S'il était intelligent, il aurait dû comprendre que dans ce milieu, on peut vous faire et vous défaire à tout moment. Oui, mais le problème, c'est que, c'est-à-dire, on est des malins, hein. Et bien, lorsqu'on veut faire le malin, alors on fait l'idiot. Parce qu'il faut dire quand même que celui-là, il est un peu malin, il n'est quand même pas de la dernière plume. C'est quelqu'un, il est rusé, ça, il faut le dire. Mais c'est que ce qui nous arrive, lorsqu'on est comme ça, on prend
tellement confiance, on a tellement confiance en soi, on se dit que rien ne peut plus arriver. c'est quelqu'un qui, à un moment, s'est cru faiseur de roi. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, il faut quand même appeler le chat un chat, le chat un chat. Parce que quand Ali Bongo était en congé de maladie, il n'allait pas du tout bien. C'est celui qui avait tenu quand même la barque. Ça, il faut le dire. Mais c'est quelqu'un qui a quand même de la trempe. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui ne se laisse pas faire. Et c'est lui, et c'est lui qui avait tenu la barque jusqu'à ce que Ali Bongo revienne. Ça, c'est du aussi qu'on lui reproche. Est-ce qu'il tenait la barque dans le sens de Bongo où il voulait la retourner? Non, mais attends, si c'est qu'il a voulu retourner, pourquoi il l'a pas fait? Je dois dire que c'est dans les deux sens. Cette question-là est très pertinente. Ça peut être dans les deux sens. Parce que tenir la barque, ça voudra dire que si jamais le propriétaire de la barque ne revenait pas, il faut prendre ces mesures-là pour contrôler la situation. Vous savez, le pouvoir a horreur de la vacuité, c'est-à-dire le vide, tout simplement. Donc quand Ali Bongo, personne ne pouvait se dire que Ali Bongo allait revenir parce qu'il était gravement atteint et c'est pas chance. À un moment donné, tout le monde et puis, il fallait tenir le pays. Tenir le pays, non pas seulement dans l'intérêt des individus ou bien des clans, mais tenir le pays dans l'intérêt du pays. Parce que vous savez, ça fait de la muse quand même chez ceux qui ont des armes lorsque la situation est comme ça. Et vous le savez très bien que ce capitaine... Petit plaisanteur. Oui, en fait. S'il était essayé, heureusement que l'entourage de la présidente avait encore du jus, avait de l'énergie pour contenir la situation. Donc, celui-là, à un moment donné, il était si fort, il se voyait même déjà président, bien sûr, remplaçant. Il faut aussi noter qu'il pratiquement contrôlait l'armée. Et je crois qu'il y avait même un problème entre le petit frère il ne peut ne pas contrôler l'armée. Puisque tous les autres venaient de lui. Voilà, et donc je crois qu'à un moment donné, il constituait peut-être un danger. Et là, il faut l'écarter. Parce qu'il y a le fils qui doit arriver. Alors, bien sûr. C'est ça le calcul. Si on écarte aujourd'hui Ali Anga, comme l'avait rappelé Jean-Luc, il était dans les sillages de Sylvia Bongo. Ça veut dire qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec Sylvia? Sûrement, ou bien on veut faire taire Sylvia elle-même. C'est ça. Sylvia, en même temps, c'est l'incarnation de la France, c'est un côté de Bongo. Non, mais je vais le dire rapidement. C'est-à-dire que Sylvia, c'est vrai, elle était forte, mais on misait pas encore sur le cheval de son fils. Personne n'avait imaginé. Parce que c'est son fils aujourd'hui qui est poussé devant. Ce n'était pas le cas avant. Même maintenant que ça lui revient, ce qui est au fils, en principe, est à la mère. À la mère, bien sûr. Donc, la reine mère. Oui, mais c'est vraiment dommage. Est-ce que, au regard de tout ce schéma, on peut dire que Ali Bongo est redevenu maître du navire? Oui, il a toujours été maître du navire. Ça avait vacillé. Moi, je ne pensais pas que ça va vaciller. Non, si ça vacillé. Pas du tout. Ça a vacillé. Les gens ont cru ça. Non, les gens ont cru à ça. Les gens ont cru qu'à un moment donné que... Non, je ne pense pas. À un moment donné, ça a failli. Non. Et c'est là où ils ont repris rapidement la main. Ça n'a même pas tremblé. Ali était maître à bord. Sinon là, si c'est que ça a vacillé un tout petit peu là, ça allait chavirer. Non, Dimas. Ça allait chavirer. Non, le capitaine là n'allait pas sortir. Non, le capitaine là justement avait la même lecture que vous ici. Parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'il savait que ça vacillait. Il voulait en profiter. Il a fait une mauvaise lecture de la situation. Dis-moi, je voudrais quand même te poser cette question. Vous avez vu? Non, je voudrais te poser cette question. Tu vas peut-être. Malheureusement, c'est. Je lui passe la question. Non, juste la question. Pose la question. Alors, pourquoi les chefs d'État ont horreur de parler de leur maladie? Les chefs d'État ne se déclarent jamais malades. Qui naturellement, même en Occident, qui montre sa maladie? Pourquoi? Qui parle de sa maladie? Mais pourquoi? Qui naturellement? Nous qui ne sommes pas des chefs d'État. C'est parce que c'est un élément de déstabilisation. Il y a ça aussi. Mais naturellement, l'homme n'aime pas parler parce que la maladie constitue un point de faiblesse. C'est comme ça, ça s'est perçu. Combien de personnes disent que j'ai telle maladie, telle autre maladie?
dit. Quand vous avez quelqu'un qui a fait un AVC oui. à ce degré, qui ne parlait plus, Oui. qui était dans le coma et tout, vous ne pouvez pas dire que la BAC n'a pas chaviré. Ah Ça a non, le chaviré. pouvoir c'est un tout. Justement, les gens ont résumé le pouvoir à Ali. À un moment donné, Et ils ont pensé Dimas. que, comme le plaisantin de Café du matin là, oui, c'est levé pour dire, Dimas. hey, il tape des poches sur la table parce que, mais vous avez vu le nombre de chars, Non. le À un nombre de moment chars qui donné, sont sortis. Non, Vous Dimas, avez vu la Dimas. mobilisation. C'est Dimas. pour vous dire que À un le moment pouvoir réel donné, était là. rapidement, à un moment donné, Ah non! il y avait une guerre entre les clans. C'est normal parce que tout le les monde gens voulait faisaient prendre leurs dessus. petits calculs. Tu vois. Mais le Et là, pouvoir est là. Et là, Le maintenant, pouvoir c'est était là là. où Sylvia a tout fait pour reprendre le dessus. Ah non. On va aller à la pause rapidement. Attends, tu parles de ça, parle de la France. Permettez le temps de Ah oui, suivre mais le bien sûr, journal. est-ce que le Et on France, la revient. France a dit son dernier mot avant de dire